dans laquelle il y a donc un enseignement et une recherche sans contrainte utilitaire. Cette recherche est bien menée. Elle contribue à l'autoréflexion de la société, permettant ainsi une confrontation d'idées. Les universitaires ont organisé tout récemment un colloque de 3 jours à Yaoundé sur le thème « Discours de haine et violence au Cameroun, genèse sociale, forme émergente et réponse possible ». Scène de presse suit l'itinéraire tracé par les universitaires pour inscrire au débat de ce dimanche 28 mai la question des discours de haine, sujet abondamment traité cette semaine dans la presse. Comment enfermer le mal dans des limites acceptables? Comment circonscrire l'explosion des propos haineux sur le net? Prévenir efficacement ce phénomène nocif, pourtant sanctionné par l'article 241 du Code pénal. Les invités sur le plateau de scène de presse vont discuter de vive voix des idées autour de cette thématique. Et comme invité, nous avons Dr Lydie Christiane Azab Aboto. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Alegambele. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Bonsoir à mes copanélistes et à vos nombreux téléspectateurs. Merci d'être venu. Vous êtes philosophe, politiste, chargé de cours à l'université de Yaoundé 1. Tout en face, professeur Cyril Tolo Batoum. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Séverin Alegambele. Bonsoir également aux copanélistes avec qui nous allons échanger ce jour. Et bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à partir de chez eux. Professeur Cyril Tolo Batoum est ethno-archéologue. Il est enseignant à l'université de Yaoundé 1. Et à côté de vous, il y a Serge Bikoy. Bonsoir. Bonsoir Séverin. Salut à tous les co-discutants. Un habitué de l'émission. Bien sûr. Serge Mé est journaliste en service à Radio Tiemeni Siantou. C'est ici même à Yaoundé. Enfin, Christian Ga. Christian, bonsoir. Good evening. C'est un plaisir to be here. Journaliste, vice-président, c'est toujours ça, vice-président de la Fédération des éditeurs de journaux du Cameroun, Fédipresse. Et vous êtes directeur de publication de Guardian Post. Bienvenue. Merci. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder chaque dimanche soir à la maison. Dans le langage courant, le discours de haine désigne un discours injurieux visant un groupe ou un individu sur la base de caractéristiques intrinsèques telles que la race, la religion, l'ethnie ou le genre. Un discours pouvant menacer la paix sociale. L'impact du discours de haine, l'une des méthodes les plus fréquentes pour propager une rhétorique et des idéologies qui divisent, est aujourd'hui amplifiée par les nouvelles technologies de communication. Docteur Azab, je me tourne vers vous. C'est un sujet qui interpelle les sciences humaines, comme la philosophie. Vous êtes spécialiste de philosophie. Quelles sont, selon vous, les causes sociales des discours de haine? Merci, Monsieur Alegambele. Permettez-moi de saisir la question du discours de haine à partir de l'histoire de la philosophie. Pour dire que la philosophie promeut le discours axiologique et normatif essentiellement. C'est-à-dire un discours porteur de valeurs. Ouais. Bien. Et donc, dans l'histoire de la philosophie, le discours que prône Socrate à l'origine est ce discours normatif. C'est d'ailleurs ce qui explique la mésentente qu'il a avec le discours rhétorique entretenu par les sophistes. Et donc, ce discours développé par la philosophie est un discours créateur de valeurs, contrairement à ce que nous pouvons appeler le discours transgressif, à l'intérieur duquel on peut donc situer les discours de haine. Cette transgression qui déconstruit l'harmonie, qui déconstruit le pacte social, le contrat social, est donc un discours qui contient des éléments destructeurs de cohésion, en ceci que c'est un discours qui nie aux individus leur qualité d'être parfois et leur qualité de citoyen. Donc, Et socialement, est-ce qu'il y a une explication? Nous observons que, à travers les réseaux sociaux, dans la rue, parce que c'est pas seulement dans les réseaux sociaux, dans les médias aussi, nous observons qu'il y a quand même cette tendance à tenir des discours de haine. Socialement, vous savez, les individus, au départ, sont constitués par des antagonismes personnels. C'est-à-dire qu'en face, les individus ne se voient pas
comme étant des personnes qui doivent aller ensemble de manière naturelle. Il y a un conflit naturel. Il y a un conflit naturel. Ils sont ensemble parce qu'ils sont obligés par le contrat social qui les lie. Et donc, à ce niveau, l'État devient celui qui organise la vie sociale. Et donc, quand le problème de violence à travers le discours se pose dans la société, il faut bien comprendre que nous sommes en ce moment dans la fragilisation même du pacte social qui lie les différents protagonistes. Eh bien, les événements qui se sont produits cette semaine à Saint-Mélima viennent confirmer vos analyses. Vous, professeur Toloé et professeur Abouna, je rappelle qu'il y a eu quand même ce dimanche des affrontements intercommunautaires à Saint-Mélima. Un incident qui est donc survenu là-bas, suffisamment clair et précis dans l'énoncé des affrontements qui nous amène à prendre la pleine mesure de la menace qui pèse sur l'unité nationale. Alors, partant de ces événements, on se souvient que lors du colloque des 10 et 12 mai dernier à l'Université de Yaoundé 1, vous avez évalué au Cameroun le niveau de haine sur une échelle de 1 à 5, et ces derniers stades étant celui des massacres des masses, ce qu'on appelle les génocides. Vous parlez du dernier stade de la haine ethnique avant le génocide. C'est pas excessif, c'est pas une façon d'être alarmiste? Merci de me passer la parole, Monsieur Séverin Aligambélé. Effectivement, lors de ce colloque, j'ai présenté une communication avec le professeur Abouna, qui était intitulé « Matérialisme ethnique ». D'ailleurs, je me réjouis d'avoir sur ce plateau une collègue philosophe, donc qui était intitulé « Le matérialisme ethnique », qui est un néologisme, un concept, une théorie que nous avons, sur laquelle nous avons travaillé avec le professeur Abouna, qui pose le problème du changement social dans les sociétés africaines. Alors, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais quand même rappeler ce que c'est que le matérialisme historique, puisque c'est de là que nous partons, donc qui a été élaboré par les philosophes allemands Karl Marx et Engels, et bien pour qui ce sont les luttes sociales qui font le changement, qui sont à l'origine du changement historique. Alors, il faut mettre cela dans son contexte, le contexte du 19e siècle, où en Europe, à cette époque-là, vous avez une opposition, vous avez une bipolarisation entre la bourgeoisie et les prolétaires. Alors, lorsqu'on ramène les termes ont changé, on n'est pas loin de là aujourd'hui. Oui, mais sauf que c'est un modèle qui, dans notre contexte, est inopérant. C'est pour ça que nous avons plutôt parlé du matérialisme ethnique. On se rend compte que on peut avoir des individus qui partagent la même condition sociale, mais qui ne mènent pas les mêmes luttes pour améliorer leurs conditions sociales, mais qui font beaucoup plus confiance à la communauté. Et les batailles ethniques semblent être les éléments qui structurent le changement social dans certains contextes africains. Donc c'est cela que nous avons appelé le matérialisme ethnique. Alors pour venir sur le problème de la gradation. Est-ce que vous n'êtes pas assez alarmiste pour rien peut-être Bon, la réalité est là. Nous venons de voir ce qui vient de se passer à Saint-Mélima. Avant Saint-Mélima, nous avons eu des conflits interethniques au nord Cameroun également, entre Arabes Choua et Kotoko. C'est d'ailleurs des conflits qui sont récurrents, voilà, à l'extrême nord. Donc non, nous ne sommes pas alarmistes. Et puis, les universitaires travaillent généralement sur la base des évidences, sur la base des faits. Alors, pour revenir à votre... Mais le cas de Saint-Mélima, c'est selon ce que nous avons lu, peut-être que je me trompe, c'était un problème entre des individus, mais qu'on a semblé transposer, parlant cette fois d'affrontements intercommunautaires. Oui, alors... Cela n'est pas suffisant pour nous dire qu'on est près du génocide, c'est ce que je veux dire. Non. En réalité, il faut toujours avoir un élément déclencheur. Vous avez deux types d'éléments déclencheurs. Vous pouvez avoir des éléments déclencheurs qui sont plutôt conjoncturels. Et c'est ce qui s'est passé à Saint-Mélima, puisqu'on est parti d'un problème de décès d'un individu à des affrontements quasi ethniques. J'aimerais quand même revenir. Alors, le deuxième facteur déclencheur peut être structurel. Alors, nous avons un problème de pauvreté endémique dans notre société. Je pense que
cela peut également entraîner des massacres de masse. Mais pour revenir sur le problème de la gradation, le professeur Abouna et moi-même avons identifié 5 niveaux de violence. Le premier niveau, c'est la phase conceptuelle ou initiatique, où la haine s'installe dans la pensée. Alors, c'est la phase pendant laquelle vous avez des éléments de langage sur les questions de supériorité ethnique. La deuxième phase, c'est la phase discursive. Cette fois-ci, on s'est approprié les éléments de langage et on expose la haine dans le discours sur la place publique. La troisième phase, c'est la phase organisationnelle. Dans cette phase, eh bien, les différentes communautés mettent en place des organisations pour se défendre l'une contre l'autre. Et je pense qu'une organisation comme la BAS, qui a été élaborée, je ne dis pas que c'est une organisation ethnique ou communautaire, mais sa mise en place n'a pas été anodine. Donc, lorsqu'on passe cette phase organisationnelle, vous avez la phase de pré-massacre, pendant lesquelles il y a les simulations des massacres de masse. Et nous estimons que c'est à cette phase-là que se retrouve notre société aujourd'hui. Et après cette phase de pré-massacre, vous avez la phase de massacre de masse qui peut déboucher soit sur une insurrection, soit alors sur les génocides, comme vous avez dit. Alors, Serge, est-ce que ça fait peur, tout ce que dit le professeur là. Quand on entend parler de génocide, on sait ce que c'est ailleurs. On en est déjà là, vous avez des prémices, vous avez le sentiment que nous allons vers là? Nous n'en sommes pas encore là. Ça, c'est la phase maximaliste, c'est-à-dire la phase radicaliste, qui peut véritablement arriver lorsqu'il y a un ensemble de positions essentiellement tranchées, des positions extrémistes, des positions radicales. Nous sommes encore au niveau, parce que là, le professeur l'a relevé justement 4 phases qui sont fort intéressantes, à savoir la phase de la pensée qui est la phase conceptuelle au niveau de la perception des uns et des autres, parce qu'on est là au niveau de la représentation sociale, où l'on peut étiqueter socialement tel ou tel, en fonction que l'on appartient à telle communauté ou telle, parce que vous savez bien que la focalisation sur le discours de haine vise davantage à cristalliser l'identité sociale. C'est pour cela que dans toutes les régions camerounaises, sont socialement et culturellement étiquetés. Lorsque vous voyez un ensemble de plaisanteries... Mais est-ce que ça devait faire un problème, puisque chaque région... En fait, normalement, c'est devenu banal. Mais vous savez que nous sommes des individus dont les comportements sont variables en fonction des caractères, soit impulsifs, colériques, catégoriques, flegmatiques, entre autres. Mais il y a dans la société des formes de plaisanterie locales qui ont été normalisées, qui ont été légitimées. C'est-à-dire quand on perçoit tel avec des étiquettes, vous voyez, il y a des étiquettes que nous connaissons. Lorsque on considère par exemple nous les Bassa comme des individus qui sont violents, qui marchent avec le thème du 500, on considère les anglophones comme les anglophons, entre guillemets. On considère par exemple les étons de 5 minutes de folie. Je prends seulement ces quelques exemples de plaisanteries locales qui existent depuis des décennies, mais qui ont été normalisés. Mais il y a certains qui n'appréhendent pas ça de façon normale, parce qu'ils estiment que ce sont des formes d'étiquettes qui visent à blesser, à choquer tel ou tel autre. Donc tout dépend de la perception que nous avons dans la société de ces formes d'étiquettes-là. Donc on n'est pas encore au niveau de la phase des massacres. Matérialisent notamment pas des génocides, matérialisent notamment pas des conflits essentiellement explosifs qui entraînent justement des morts d'hommes. Mais on est encore au niveau de l'étiquetage social entre les individus, entre les communautés, entre les sociétés, bref, entre les différents acteurs. On va relever tout à l'heure le champ politique camerounais lors des périodes électorales où il y a justement cette phase de la conflictualisation des rapports entre les acteurs politiques, où l'on constate véritablement qu'il y a justement ces étiquettes-là, ces étiquettes négatives qui règnent. Des sardinats, les tontinats, les cabris, les cabros sardinats, entre autres. On va en parler tout à l'heure. Alors, Christian, est-ce que dans cette démarche-là, le contexte social et politique actuel, est-ce qu'il est favorable à ce qu'on voit? C'est-à-dire que l'explosion des discours de haine sur Internet. Je veux d'abord dire que on doit faire attention de ne pas tomber dans la pièce du gouvernement. Parce qu'il faut qu'on soit réel. Le discours de haine, beaucoup plus vient des politiciens, surtout les cadres de RDPC.
Et pourquoi c'est le piège du gouvernement? Non, mais parce qu'on parle juste des réseaux sociaux et médias traditionnels. Or, on est au courant de ce qui s'est passé même dans l'année 1990. On avait entendu des propos dans les réunions de RDPC, ennemis dans la maison. C'était dans une réunion RDPC. Et l'ennemi, c'était qui? Quand tout dit qu'il y a ennemi dans la maison, ça veut dire que ça, c'est un discours de haine qui s'est passé dans un meeting de RDPC. Personne n'a parlé. On a entendu des mots comme les anglophones, les bamis. Ça, c'était des mots qui n'est pas venus des gens de la rue. On a laissé passer. Les gens ont tenu un meeting de quoi à Bouya, ça fait déjà 2 semaines. On a entendu tout ce qui s'est passé là-bas. C'était des cadres de RDPC. Même, il y avait même les sénateurs qui parlent des people we don't want. Jusqu'à aujourd'hui, quand on fait une conférence de presse, on parle des réseaux sociaux, les médias. Mais il faut qu'on prononce les choses par les noms. Pour moi, c'est comme ça qu'on doit éviter la discussion dans ce pays. Alors, je pose la question à tout le monde. Le contexte social, politique, il se prête à l'explosion des discours de haine. C'est peut-être parce qu'on a faim, parce que les acteurs politiques ne s'entendent pas, parce que... comment vous justifiez ça? Bien, je pense que, comme je le disais au départ, les antagonismes sont créés naturellement par la rareté. Et quand je parle de la rareté, je parle de la rareté des biens. Quand les biens deviennent rares, le regard qu'on pose sur autrui est un regard qui connaît une mutation. C'est-à-dire que on regarde celui qu'on pense être l'auteur de sa propre pénurie, on le considère à partir de cette grille de lecture comme non plus comme un ami, mais on cultive la défiance. Et à partir de cette défiance, les rapports sociaux vont absolument changer. Pourquoi? Parce que les individus qui se livrent à cette violence ou à ce discours de haine n'ont pas toujours les moyens de s'attaquer à l'État qui est l'organe régulateur. Et à partir de ce moment, les frustrations qui sont exprimées à travers les discours, à travers les actes de violence, sont des actes qui expriment un mal-être. Et pour parler de notre pays, je crois que nous vivons des situations de conflit et que, effectivement, si rien n'est fait, on pourrait arriver à ce que le professeur appelle le massacre de masse, effectivement. Donc, c'est un appel qu'il faut lancer maintenant pour pouvoir trouver des solutions avant que le pire n'arrive. Oui, je vais peut-être aller également dans le sens du docteur. Nous sommes une société communautarisée et les communautés sont en compétition. Les communautés sont en compétition pour l'accès aux ressources. Et vous avez plusieurs types de ressources. Vous avez la terre qui est une ressource. Vous avez également les ressources de l'État. Et vous vous souvenez que dans notre société, nous avons la notion du gâteau national. Alors, ce fameux gâteau, certains en ont une conception très alimentaire, d'ailleurs, alors qu'effectivement, comme disait le docteur, c'est le rôle de l'État, justement, de réguler, de gérer les ressources pour le bénéfice de toutes les communautés. Mais sauf qu'il y a certaines communautés, ça peut être une perception, qui se sentent exclues de la gestion des ressources, qui estiment qu'elles sont lésées. Et à cause de cette perception liée à l'injustice, effectivement, on a des discours de haine qui peuvent apparaître. Parce qu'on estime qu'il y a des communautés qui sont mieux représentées, n'est-ce pas, dans le système gouvernant par rapport à d'autres. Donc, c'est des perceptions réelles qui peuvent justement être à l'origine de ce discours de haine que nous avons aujourd'hui. Je voulais ajouter à ce que le prof vient de nous parler. Je pense que si vous regardez très bien dans notre pays, il y a certaines communautés, je ne vais pas citer le nom, ils pensent que les étrangers qu'ils ont installés chez eux sont en train de prendre les biens. Parce que pour moi, c'est ça qui pousse les gens à commencer à lancer des mots de haine, des discours de haine. Parce que vous regardez, par exemple, je vais prendre le cas de Saint-Malema. On connaît comment les Bamileke sont trop actifs quand ça revient dans le business. Et puis,
peut-être certains pensent qu'ils sont en train de prendre les richesses. On peut aller même dans le sud-ouest. Vous voyez les gens qui sont trop qui connaissent battre pour la vie. Ils n'attendent pas un godfather, comme on parle en anglais. Les gens qui sont la communauté des indigènes. C'est pas les autochtones. Peut-être il attend juste que mon grand frère, il y a quelqu'un qui est ministre, il va me donner. Quand ça ne vient pas et tu vois celui qui est installé chez vous, il est en train de progresser. Pour moi, c'est des choses comme ça qui créent beaucoup de conflits entre les autochtones et les gens qui sont installés chez eux. Mais Christian, on pourrait vous poser la question, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les mouvements des populations, ces gens, vous évoquez, ils sont là depuis des années. Pourquoi précisément à ce moment le problème se pose? Non, mais il faut que je dise ceci. Si vous prenez le cas de l'Afrique du Sud, parce qu'il y a toujours ce genre de problème là-bas, et ils s'attaquaient toujours aux Nigériens, les Nigériens qui sont là-bas, parce que c'est les gens ils travaillent. Et les Sud-Africains, normalement, ils les voient comme les gens qui sont venus pour prendre les biens. C'est la même chose qu'on voit dans les discours de haine. Normalement. Et peut-être, je vais parler des Sud-Ouest. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Oui, ils ont des richesses. Mais est-ce que les gens qui sont les communautés, soit à Saint-Malima, soit à Sud-Ouest, est-ce que les gens là peuvent travailler vraiment comme les gens qui ne sont pas de là-bas, mais qui sont installés là-bas? Donc parfois, ils voient que les problèmes, c'est les gens qui sont venus installer chez eux. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est pour lancer le discours de haine, parce qu'ils pensent que nos problèmes viennent de vous. Oh, ce n'est pas le cas, de mon point de vue. En fait, Christian pose un problème là en rapport avec la question foncière dans les différentes communautés culturelles, avec en toile de fond un ensemble de représentations collectives qui sont attribuées à des individus. Parce que lorsque il parle notamment d'une certaine bipolarisation qui règne entre les communautés, vous savez, moi j'ai eu à étudier ce phénomène en 2015 lorsque je parlais de l'accaparement des terres dans les périphéries du Yaoundé, au Bala, Mbankomo, Mfou, et Tétara, entre autres. Je mettais notamment l'accent sur le jeu des stéréotypes sociaux qui sont attribués aux uns aux autres. On considérait notamment les populations originaires de la région de l'Ouest comme des envahisseurs, alors qu'il y a un certain dynamisme qui est justement attribué à cette communauté, et on le voit à travers des actions de développement qui sont implémentées dans des différentes localités. Par contre, on considérait notamment nos frères Betty du centre sud-est comme des jouisseurs. Il y a donc là une confrontation des stéréotypes culturels attribués aux uns aux autres. Lorsqu'on considère les populations originaires de la région de l'Ouest comme des envahisseurs. Mais pourquoi ça a ressurgi aujourd'hui? Pourquoi précisément aujourd'hui? Ça ressurgit parce que il y a un discours qui est alimenté par un ensemble de catégories universitaires, intellectuelles, qui visent davantage. Vous savez, je ne vais pas citer le nom, lorsque un des nôtres, qui est un aîné en sociologie, qui a parlé justement de la réforme foncière, en parlant du discours du discours focalisé sur le rentrer chez soi, rentrer chez vous. Vous voyez comment ça a choqué la conscience collective au point où il y a eu justement un ensemble de cristallisation des points de vue aussi bien convergents que divergents, parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre que dans une société, dans la société camerounaise contemporaine où on pense nation, que les individus, qu'un individu nous vienne mettre davantage en vitrine le discours du rentrer chez soi. Comme si véritablement on n'appartenait pas à une société justement où il y a un ensemble de normes, de règles, de valeurs. C'est vrai que nous sommes enterrés chez nous lorsque nous mourons, mais lorsque l'on cristallise ce type de discours-là, on a l'impression qu'on n'appartient plus à toute la société, mais il faut rencontrer à une catégorie déterminée. C'est ça qui pose le problème de fond. Or, aujourd'hui, il faut analyser cela de façon globalisante, en questionnant de manière épistémologique un ensemble de jeux de discours, un ensemble de représentations, un ensemble de perceptions que les individus cataloguent aux uns aux autres, et comprendre pourquoi cela règne, notamment dans la société, en fonction d'un ensemble. Quelle serait donc la part des responsabilités des acteurs politiques? Parce que le docteur Aza parlait de l'État qui doit jouer le rôle de régulateur. Les acteurs politiques font partie de cet État-là et c'est eux qui orientent les politiques publiques, etc. Oui, mais malheureusement, comme il est cité, c'est les gens qui promuent
c'est plutôt beaucoup pas les politiciens, c'est eux qui lancent ces mots de haine. Pour quel intérêt? Bon, parfois... Parce que si ça se passe mal demain, ils ne seront pas épargnés. Oui, mais parfois il y a les gens qui veulent faire comprendre à la population qu'ils défendent votre intérêt en disant ça. On a entendu comment les gens disent pourquoi nos chefs traditionnels vendent le terrain aux étrangers. Mais à Yaoundé, j'ai posé des questions. Qui dans le sud-ouest ou bien du nord-ouest ou bien de l'est à Yaoundé, qui n'a pas acheté le terrain à Yaoundé? Mais si le chef traditionnel de Yaoundé, comment a dit qu'il ne vend plus le terrain aux gens de l'autre côté? Mais, vous voyez, et les gens qui parlent ça, ce qui me fait mal, c'est les gens qui sont le cadre de RDPC. C'est ce qui me fait très mal. Et jusqu'à là, le gouvernement, le gouvernement est en train de manger le mot. Il y avait un conférence de presse, ministre de communication, ministre le MINAT, avec le président de Balinguism Commission. Ils n'ont pas cité le nom. Ils ont plutôt, s'il vous plaît, monsieur, Christian. Ils ont plutôt parlé de focaliser sur la presse. Or, il y a les gens qui ont publiquement fait le discours de haine. On n'a pas cité le nom. Jusqu'à là, on n'a pas pris l'action. Est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y. Oui, par rapport au doigt accusateur qui est adressé au RDPC. Je pense. Vous ne défendez pas les positions du RDPC? Non, c'est tout simplement. Soit dit en passant. Non, c'est tout simplement. De toute façon, je n'ai pas été mandaté par le RDPC pour le défendre. Le RDPC, c'est le parti au pouvoir. Mais à ce que je sache, au Cameroun, nous n'avons pas un discours officiel de haine. Nous n'avons pas un discours officiel de haine. J'ai parlé des cadres, on ne sait pas si on est le cadre ou bien des cadres. Des cadres. Oui, des cadres, c'est-à-dire des hauts cadres de responsables. RDPC. Je n'ai pas parlé de RDPC. J'ai bien compris. Oui. J'ai bien compris. Et c'est toujours dans la réunion là où, peut-être les réunions de RDPC. J'ai cité un exemple en 1990. Là, on avait attribué un mot aux étrangers à Yaoundé, ennemis dans la maison. C'était un grand meeting de RDPC. Je ne vais pas citer le nom. Effectivement, les hommes politiques font partie des acteurs. Des acteurs parmi tant d'autres qui justement peuvent instrumentaliser les conflits ethniques à des fins politiques. Ça, c'est connu. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que, effectivement, en privé ou dans certaines réunions, les hommes politiques peuvent avoir un discours discourtois, un discours de haine, mais nous n'avons pas une politique officielle qui promeut la haine. Et par rapport à ce que Christian est en train de dire, c'est pas un cadre du RDPC qui a proposé de passer un concours pour devenir membre d'une autre communauté. J'avais cette précision à faire à Christian. Peut-être que vous vous souvenez que pendant le contentieux électoral au Palais des Congrès, la vive discussion qu'il y a eu entre le professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection de 2018, et le ministre Grégoire Ouona, qui était tête de file de la défense du candidat Paul Biya. Et il vous souvient que devant les juges constitutionnels, on a entendu quand même ces mots-là qui viennent d'être prononcés. Oui. Vous qui parlez du RDPC, c'est ce que je veux dire. Vous voulez dire que ça vient de partout? Ça vient de partout. Non, il y avait des... On a les gens qui sont... Parce que les responsables, j'avais bien entendu le professeur Maurice Kamto, mais il dit que dans le RDPC, ça devenait comme une chanson. D'accord. On va écouter Dr Azar. Oui, je voudrais renchérir pour dire que dans la catégorie que j'ai nommée discours transgressif, il y a ce qu'on appelle le discours de propagande. Et le discours de propagande est essentiellement utilisé par les acteurs politiques. Et donc, si les acteurs politiques l'utilisent, c'est à des fins égoïstes, ils sont dans le jeu politique. Et dans le jeu politique, on sait que tous les coups sont permis. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas, à mon sens, connaissant le jeu politique, s'émouvoir d'un discours qui effectivement est un discours de propagande, est un discours de manipulation. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut saisir justement ce jeu des acteurs politiques. Et justement, je partage un peu votre point de vue, c'est-à-dire que si nous suivons les acteurs politiques dans leurs déclarations, il va se poser un autre problème, celui de la liberté
d'expression. Les acteurs politiques vont vous dire, nous sommes libres de dire ce que nous disons, et si vous nous empêchez de parler, ça veut dire que vous piétinez la liberté d'expression. Est-ce qu'on ne voit pas les choses dans ce sens? Est-ce que le mal n'est pas dans nos gènes, à nous, pas seulement les acteurs politiques? C'est ma question. Alors, ok, bon, je vais répondre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs politiques sont des leaders d'opinion. Lorsque vous dites que vous voulez passer un concours pour devenir boulot, ce concept a été récupéré par d'autres Camerounais. Je me souviens que nous avons un compatriote qui est installé aux États-Unis qui a dit qu'il y aura une guerre entre sa communauté et la communauté boulot. Il a même dit que cette guerre sera nucléaire s'il le faut. Donc les acteurs politiques sont des leaders. Il n'est pas politicien. Non, il n'est pas politicien, il est même enseignant. Alors, vous voyez, et aujourd'hui, on passe du discours, parfois, dans de la haine symbolique à la haine physique. Et ce que nous avons vécu à San Milima, c'est la réaction de cette menace qui pèse sur une communauté qui est systématiquement attaquée. Je ne suis pas boulot. Mais lorsque on vous dit on va tuer les boulots, on appelle même au meurtre d'une communauté, les acteurs politiques doivent faire attention parce que leur discours a un impact. Et nous avons des opinions sensibles. Si nous prenons le cas de la crise anglophone, pour ceux qui suivent cette crise, la crise anglophone, c'est dans les réseaux sociaux que ça a commencé. Tous les leaders de ce qu'ils appellent l'état virtuel de l'Amazonie ont manipulé les esprits, ont manipulé les consciences à travers les réseaux sociaux. Et vous avez tout un vocabulaire qui s'est développé, qui a été récupéré, les concepts de Grand Zero, ainsi de suite. Et vous voyez qu'après cette phase de haine symbolique, on est passé à une véritable... Enfin, quasiment une situation de guerre. Je ne pense pas que Grand Zéro, c'est... Grand Zéro, comment ils l'appellent. Je ne pense pas que c'est un discours de haine. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avant la crise anglophone, le terme de Grand Zéro n'existait pas. Le terme de Black Lex, ça n'existait pas. Donc c'est des concepts qui ont été créés par des acteurs politiques et qui ont été récupérés par la masse. Aujourd'hui, moins que hier, quand on disait de vous au nord-ouest ou au sud-ouest que vous étiez Black Lex, c'était un arrêt de mort. Oui, mais Black Lex, ce n'est pas les mots qui se lancent entre des communautés. C'est entre les anglophones. Ça veut dire... Et c'est pas, ça ne stigmatise pas, ça ne gêne pas? Pour moi, ce n'est pas un discours de haine. Parce que Black Lex, ça veut dire tu devais être avec nous, mais tu es de l'autre côté. Et on te tue. Bon, là, je ne sais pas. Ah mais si, comment ça, vous ne savez pas? Vous êtes un journaliste, vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas, et vous êtes anglophone. Je n'ai pas dit que je ne savais pas. Je vous ai dit ceci. Quand on dit Black Lex, c'est un mot qui s'échange entre les anglophones. Ce n'est pas qu'un anglophone appelle un petit Black Lex. Mais ça ne fait pas partie de ce que nous appelons un discours de haine? Non, non. Comment ça s'entend? Black Lex, ça veut dire tout m'a trahi, c'est tout. Non, ça veut dire traître. Traître. Et la conséquence, c'est quoi? Non, on ne parle pas des conséquences maintenant. Je vous ai dit, on est ici pour parler de discours de haine. Ça veut dire entre les communautés. Mais Black Lex, c'est entre les frères qui pensent que tout m'a trahi, tout est traître. Alors, ce qu'on voit, le discours de haine tel que c'est développé, c'est pas un phénomène naturel. Mais maintenant, j'interroge la presse, hein, oui. Serge et Christian. Est-ce que vous pensez que vous jouez le vrai jeu, le vocabulaire discriminatoire qu'il y a dans les médias, ça ne participe pas à construire ces discours de haine? Enfin, nous avons une responsabilité individuelle, mais collective, en tant que auteur des reportages, en tant que présentateur des débats publics. Relais des messages discriminatoires aussi. Et en tant que acteur devant veiller sur les différents messages véhiculés par les leaders et acteurs politiques dans les différentes émissions. Parce que nous avons un devoir de veille. Lorsque vous faites une émission, par exemple, de 2 heures de temps comme celle-ci, ou bien d'autres émissions que vous connaissez dans l'espace public, il y a des individus qui viennent avec un message visant davantage à criminaliser, à stigmatiser, à étiqueter tel ou tel.
Vous savez bien que nous avons un ensemble d'idéaux, un ensemble d'objectifs diamétralement opposés. Vous avez les acteurs politiques qui viennent passer des messages qui parfois ne sont pas marqués du sceau d'une certaine responsabilité sociale. Et là, ça pose un problème de fond. Vous avez ceux-là qui viennent véritablement dans une dynamique guerrière pour justement attaquer tel ou bien tel autre. C'est pour cela qu'il y a cette confrontation entre les différents acteurs politiques. La bipolarisation qui est née notamment depuis 2018 entre MRCistes et RDPCistes. Vous voyez comment ça a basculé même dans le champ des réseaux sociaux à travers ces étiquettes politiques qui sont attribuées aux uns aux autres. Lorsque l'on considère tel comme Sardina parce qu'il appartient au RDPC, ou alors comme Tontina parce qu'il appartient au MRC, c'est vrai, on peut estimer que ce sont des étiquettes simples, symboliques, mais dans l'imaginaire collectif, lorsque vous voyez la façon dont le débat est essentiellement cristallisé par un conflit systématique, ça pose un problème de fond. Et là, c'est pour cela que nous autres hommes de médias, nous avons une responsabilité sociale dans nos différents papiers de reportage, nos papiers d'analyse de commentaires, ou bien dans nos différents débats que nous animons dans l'espace public, de manière à pouvoir contrôler systématiquement les différents discours qui sont véhiculés. Parce que lorsque tel étiquette négativement tel autre, vous avez le devoir de les stopper de manière à ne pas continuer dans ce registre. Sinon, ça risque d'attiser la tension. Même ces messages qui sont envoyés par rapport au thème du débat que nous avons au quotidien, ou par rapport au message des internautes, s'il n'y a pas un filtre à la base, vous risquez d'être interpellé par le Conseil national de communication qui va vous justement qui va vous assigner une lettre de mise en demeure ou bien des sanctions négatives que vous connaissez d'ailleurs. Et Christian, la presse est épargnée? J'avais dit oui et non. Oui, quand une presse relaie une information et un discours de haine, ça veut dire la manière de applaudissements. Mais si la presse condamne la sortie de haine, pour moi, la presse aide à arrêter ces phénomènes. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est-à-dire qu'est-ce que la presse est là pour dire non au discours? Non, mais bon, il y avait parlé de le cas de The Guardian Post. On parlait 7 fois par semaine. On a pris toute une semaine pour condamner ce qui est passé à Buea, parce que c'était vraiment choquant. Pour entendre un sénateur parler de les gens qu'on n'aime pas au Cameroun. Là, c'est peut-être une fixation sur un individu. Nous parlons d'un problème qui se pose sur... C'était un mot qui était lancé. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec le sénateur en question, non? Non, mais pourquoi? C'était un mot qui était lancé à un communautaire. Ça veut dire les gens qui n'ont pas du Sud-Ouest, mais qui résident à Sud-Ouest, quand tu parles des gens qu'on n'aime pas, en tant qu'un député, c'est très grave. Mais on a condamné ça, on a fait un éditorial, on a fait des papiers, on a fait des interviews pour condamner. Et je pense que si la presse peut aller de ces chemins-là, on peut jouer un rôle pour améliorer la discussion de haine dans ce pays. Docteur Azab, vous voulez dire quelque chose avant qu'on passe au prochain? Oui, je voudrais dire que quand vous parlez de la presse, on a l'impression que c'est une notion abstraite, détachée de la réalité. Et pourtant, les acteurs de la presse qui sont parmi nous sont bien réels et sont également porteurs de leur propre sensibilité. Quand je parle de sensibilité, je parle de sensibilité politique. Et donc, du coup, le relais de l'information peut être effectivement coloré par l'appartenance à cette subjectivité politique qu'on peut identifier. Et donc, à partir de ce moment, il serait difficile de parler de neutralité. Et on verra donc les prises de position en rapport avec ces sensibilités-là. C'est ce que je voulais apporter comme... En fait, ce qu'il faut dire, c'est vrai. Nous sommes des citoyens. On peut s'être appartenir à une chapelle politique déterminée. Mais lorsque vous êtes un journaliste, vous avez le devoir de respecter scrupuleusement les canons de la déontologie de l'éthique professionnelle. Vous n'avez pas à prendre position en fonction de tel parti ou bien en fonction de tel autre parti. Sinon, vous serez étiqueté comme journaliste partisan ou alors comme journaliste militant. Donc nous avons le devoir, en tant que présentateur, lorsque c'est vrai présente ce débat, vous ne saurez jamais s'il appartient au MRC, au PCRN, au RDPC ou bien à l'UDC. Non. Il a un devoir d'effort, de rupture épistémologique entre le sujet
qui fait l'objet d'intérêt et les acteurs que nous sommes. Sinon, s'il est journaliste militant, on saura que non. Il est... Ça, c'est dans le principe aussi. Non. En mai 2000... J'aimerais juste ajouter un petit mot, je serai bref. C'est que, nous avons encore une presse au Cameroun qui est responsable. Parce qu'elle ne promeut pas l'idéologie de la haine. Vous savez le rôle que la radio d'Émile Colline a joué au Rwanda, dans le cadre du génocide rwandais. Mais lorsque je regarde notre presse, la presse légale, je ne parle pas de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, nous avons encore des journalistes qui ont une certaine responsabilité. C'est ce que je voulais ajouter. En mai 2021, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme avait organisé un colloque, puis une campagne de communication sur les discours de haine et de xénophobie. Experts, représentants de partis politiques, hommes des médias et autres membres de la société civile se sont à cette occasion-là penchés sur les obstacles que représentent ces fléaux dans la construction de la nation et la cohésion sociale. Je vous invite à réécouter le président de la commission, Peter Mafani Moussongwe. Depuis notre création, nous n'avons pas hésité d'aller écouter nos frères et sœurs dans ces deux régions. Je crois que c'était en 2018, moins d'un an après notre création, nous avons été sur place pour écouter les doléances de nos concitoyens. Et suite à ces missions que nous avons effectuées donc, dans ces deux régions, nous avons fait un compte-rendu, un rapport à M. le Président de la République. Et je peux vous dire qu'un certain nombre de ces recommandations ont été suivies des faits. Et la recherche de la paix continue. Nous avons continué à travailler, surtout dans les domaines aussi de discours de la haine, qui connaît un essor remarquable dans notre pays. Nous avons mené une campagne contre les discours haineux et dans les prochains jours, on va recommencer parce que il faut tuer cette affaire-là de discours de la haine. Et nous sommes tous Camerounais. Il n'est pas question de stigmatiser nos frères et sœurs. Le discours de haine incite à la violence et sape la cohésion sociale et la tolérance. Pour venir à bout du discours de la haine, ne faudrait-il pas, c'est un avis que je vais requérir, ne faudrait-il pas passer par l'analyse en profondeur de la formation des opinions qui prévalent dans le grand public et les facteurs qui influencent véritablement les mentalités. Nous parlons des politiciens, nous parlons de la presse, nous parlons du contexte sociopolitique, mais il faut avouer qu'il y a quand même d'autres éléments qui entrent en ligne de compte dans la formation des opinions au Cameroun. Est-ce qu'il ne faut pas s'attaquer à ces éléments? Je voudrais dire que on se focalise sur la question des discours de haine et ça donne l'impression qu'on saisit le problème par le milieu. Parce que, comme je disais, le discours de haine est une expression d'un malaise qui sape la cohésion sociale. Mais avant d'arriver au discours de haine, il y a quoi? Qu'est-ce qui amène les individus à penser cette liberté qu'ils s'octroient dans les discours? Je crois que pour revenir à cette question de formation, il est important qu'on repense au problème de l'éducation. C'est très important. Parce qu'on parle de discours, on cherche les solutions, mais il faudrait qu'on apprenne à vivre ensemble. Parce que la déconstruction du vivre ensemble est engagée véritablement depuis un moment, mais ce problème ne peut être résolu que si on réapprend à vivre ensemble. Et réapprendre à vivre ensemble implique que
dans l'éducation qu'on reçoit, on soit strict dans ce que je peux appeler les sanctions qui pourraient servir à recadrer toutes ces distorsions ou les déviances qu'on peut observer dans les discours. Donc, au niveau de la formation, il ne s'agit pas seulement de parler des acteurs politiques, il s'agit de parler de monsieur tout le monde. Parce que quand on se retrouve sur les réseaux sociaux, on n'a pas que les acteurs politiques, encore qu'ils ne s'expriment pas toujours sur les réseaux sociaux. Ils ont d'autres... Ils s'expriment à travers la presse. Voilà, ils s'expriment à travers la presse. Donc, sur les réseaux sociaux, ceux qui s'expriment sont plus nombreux. Et c'est monsieur tout le monde. Et donc, cette formation devait être pensée et saisie à partir de la totalité, de la globalité. Oui, effectivement, je vais dans le sens du docteur Azab pour parler de la formation. Notre société souffre d'un véritable problème aujourd'hui, c'est celui du repère identitaire. Et ce problème est sérieux parce que la question que nous devons nous poser, c'est quoi être Camerounais aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je dois beaucoup plus être fier d'être Camerounais que de mettre en avant ma communauté? Donc on a deux types de passions qui semblent s'affronter aujourd'hui. Vous avez d'un côté les passions ethniques qui sont en train de devenir plus fortes que les passions patriotiques. Donc ça pose un problème de l'identité. Et le problème de l'identité se pose parce que nous sommes dans une situation, j'ai écrit un article là-dessus, de chaos identitaire, d'errance identitaire. Parce que le récit national, et là je vais revenir sur le problème du conflit anglophone, nous n'avons plus un récit national consensuel. L'identité repose sur des valeurs, repose sur une histoire commune. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous partageons les mêmes valeurs? Est-ce que nous partageons notre histoire? Et du coup, est-ce que nous pouvons nous projeter tous ensemble vers le destin que nous voulons atteindre? Donc, il y a un véritable problème d'éducation, comme le docteur Azab vient de parler. Mais pour cela, il faut que les politiques jouent véritablement leur rôle. Moi, j'ai travaillé en Angola. C'est l'ethno-archéologue qui parle. Vous avez une position qui parfois m'intéresse, c'est-à-dire que le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on se trompe sur nos origines. Vous entendez, je prends un exemple comme ça, un boulot, puisqu'on en parle, un boulot qui vous dit qu'il vient du Noun, il vient d'Égypte, etc., et que l'autre ne vient pas de là. Est-ce que dans vos recherches, oui, est-ce qu'il est démontré que les Camerounais ont une même souche? Parce qu'il faut qu'on parte là. Alors, premièrement, personne ne vient d'Égypte. Personne. Mais c'est vous les historiens, c'est vous les chercheurs qui dites que tous nous venons de là-bas. Non, nous ne venons pas d'Égypte. Si vous parlez du Cameroun, donc pour parler de nos origines, nous avons 3 grandes communautés au Cameroun. Nous avons les Bantous. Les Bantous, leurs ancêtres, les proto-Bantous, sont présents au Cameroun depuis 7000 ans. 7000 ans, c'est-à-dire 5000 ans avant Jésus-Christ. Nous avons les traces de leur présence. Et si vous prenez les Bantous sont présents au Cameroun depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais lorsque les proto-Bantous, dont les ancêtres des Bantous sont arrivés au Cameroun, ils ont trouvé des peuples qui étaient des peuples chasseurs-cueilleurs, dont les descendants sont les peuples autochtones, tels que les Nations Unies les entendent aujourd'hui, c'est-à-dire les Pygmées. Donc voilà, nous avons les Bantous d'un côté, nous avons les Pygmées de l'autre, et nous avons les Soudano-Sahéliens. Donc toute la partie septentrionale du Cameroun est occupée par les Soudano-Sahéliens, depuis les Sao. Nous avons des traces archéologiques de leur présence. Donc en réalité, lorsqu'on prenons le cas des Bantous, alors quand moi j'entends un Bamileke qui dit qu'il est différent du Boulou, qui est différent du Bassa, en réalité, ils sont tous des Bantous. Ils sont tous des Bantous. Et d'ailleurs, vous allez voir que lorsque vous prenez le cas des Bamileke, enfin de la communauté, sur le plan anthropologique, Bamileke n'existe pas. Vous aurez le Baham, vous aurez le Bangounais, le Tchan, ainsi de suite. C'est la zone au monde où on a la plus grande fragmentation des langues. C'est-à-dire que 10-15 kilomètres, les langues changent. C'est-à-dire que c'est des populations qui n'ont pas bougé de la zone nucléaire des migrations bantoues, puisque la zone des départs
de ce qu'on a appelé l'expansion, les migrations bantoues, c'est situé dans les Grassfields. C'est situé dans les Grassfields. Et nous avons fait des fouilles dans un site archéologique extrêmement important qui s'appelle Shumlaka, qui est situé entre Bamenda et Santa. Et c'est là que nous avons trouvé les traces, justement, de nos ancêtres, les proto-bantous. Et je regrette le fait que le gouvernement, je parlais de problèmes d'identité, ne réfléchit pas sur ces question. Les Bantous, c'est 450 millions de personnes aujourd'hui, reparties entre le Cameroun, le Kenya et l'Afrique du Sud. Toutes ces populations-là sont parties du Cameroun. Mais est-ce que nous avons un musée des civilisations bantoues au Cameroun? Donc nous avons un problème d'identité qui se pose véritablement. Alors, Christian, la multiplication des contenus haineux en ligne s'est accompagnée, on est d'accord, avec la désinformation. C'est-à-dire que puisque nous avons emprunté ce chemin-là, l'information que nous donnons en tant que membres de la presse, que nous donnons n'est pas toujours la bonne information. Il y a une part de subjectivité là-dedans. Mais pour que nous arrivions à une solution, le gouvernement propose la répression. Et nous avons écouté tous la communication gouvernementale, ministre de la Communication, qui est par ailleurs président du conseil d'administration de la CRTV, et le ministre de l'administration territoriale. Il faudrait, selon le gouvernement, faire respecter la loi. Est-ce que c'est la solution? Moi, je pense que le gouvernement aura dû commencer avec un vaste sensibilisation. Oui. Sensibilisation. Oui, parce que on ne peut pas commencer au milieu ou bien en haut. Mais la commission Moussonga avait déjà fait ça en 2009. Non, mais ils ont tenu une réunion. Je devais venir de là-bas parce que actuellement, on connaît la fonction de la commission Moussonga. Les principales actions, c'est pour promouvoir la cohésion, l'unité nationale. Mais selon ma observation, on ne les voit pas au terrain. Ça, c'est ma observation. Mais ils font quand même des descentes sur le terrain. Je pense que le président de la République avait déjà senti que la unité nationale était en train d'être fragilisée. Il a créé la commission Moussonga. Il les a donné tous les moyens. Pourquoi alors se trouve aujourd'hui qu'on voit beaucoup plus la discussion dans ces pays? Donc, ça veut dire qu'ils ont échoué dans les roues. Donc, pour commencer, ce n'est pas encore tard. Il faut envoyer les gens dans les régions, dans les régions, pour expliquer l'importance de vivre l'unité nationale, vivre ensemble, avant de passer aux sanctions. Le véritable problème, c'est que la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est un organe consultatif qui ne dispose pas d'un pouvoir répressif ou bien coercitif. Mais là, le gouvernement lui propose la répression. Non, moi je pense qu'on peut créer une collégialité ou bien une corrélation entre cette commission-là et par exemple des autres services de renseignement tels que la gendarmerie on a eu un cas qui a été interpellé le 11 mai dernier, Sébastien Ebala pour ne pas le nommer, qui a été interpellé pour avoir outragé à une communauté culturelle. Il n'a pas différé la convocation et il a été interpellé, vous le connaissez bien. Il a outragé, il a tenu des propos visant à châtier les femmes ressortissantes de la communauté du nord-ouest et du sud-ouest. Et ça a posé un problème. Il a été convoqué le 11 mai dernier. Il n'a pas défrayé la convocation. Le 16 mai, il a été interpellé. Donc on veut des actions d'une telle trempe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une veille des services de renseignement, la gendarmerie, la police, de même que des magistrats de la République qui doivent s'auto-saisir d'un ensemble de cas patents d'outrage à tel ennemi ou bien à telle autre tribu. C'est pour cela que la commission qui devrait travailler de manière à répertorier l'ensemble des discours de haine doit servir ses propos haineux à la gendarmerie, à la police, de même qu'aux magistrats qui doivent s'auto-saisir directement de manière à interpeller ces différents cas. Vous voyez, lorsque l'individu a tenu ce discours dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, le 6 mai, 5 jours après, dans le 11 mai, il a obtenu sa convocation, il n'a pas différé à la convocation. 5 jours après, il a été interpellé chez lui, le 16 mai. Donc on veut des actions d'une telle trame, de manière à les multiplier. Parce que si on arrête 1, 2, 3, 4, 5 personnes, beaucoup de personnes vont prendre peur, ils vont éviter de promouvoir ces discours de haine. Il faut donc que l'on passe à l'action pratique. C'est pour cela que
Cette semaine, lorsque nous avons suivi, il y a le patron de il y a le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie qui, hier, à travers un message porté, a dit que tous les acteurs qui vont tenir dans les jours qui suivent les discours de haine seront interpellés. Il faudrait donc que l'on passe de la théorie à l'action. Est-ce qu'on tient compte des limites technologiques de nos systèmes de surveillance? Est-ce qu'on sera toujours à même d'interpeller ces gens-là? Il y a la répression. Il y a la chaîne nationale de avoir des l'information et de la communication qui travaille à cet effet. Il faut seulement que l'on mette chacun en branle de manière à pouvoir travailler. Ce n'est pas un travail qui incombe à une seule personne, mais il faut au contraire à l'ensemble des organes qui veulent travailler à cet effet. C'est une responsabilité collective. D'accord. Voilà. Serge chute exactement où moi je voulais commencer. Je voulais dire que la fragilisation du vivre ensemble est une responsabilité collective. On a tout fait de tirer à boulet rouge sur l'État en oubliant que la responsabilité qui émane des populations et des citoyens est également observable et que en tant que membre de la cité, membre de l'État, nous avons des responsabilités dans le respect que nous devons à nos institutions. Et donc, l'État maintenant, j'aurais dit, dans sa fonction de régulateur, a les moyens, absolument, a les moyens à partir du renseignement. À partir aujourd'hui, on regarde bien, on voit bien dans la ville de Yaoundé, il y a des caméras partout. Je crois qu'au niveau de l'information, il y a quand même des progrès dans ce sens. Et que l'État a tous les moyens, comme disait Max Weber, monopole de la violence légitime. Donc, je pense que oui, l'État peut. Mais jusqu'à quel point? C'est ça la question. Oui, et vous pouvez répondre aussi à jusqu'à quel point, comme l'État peut. Jusqu'à quel point, ça dépend également. Vous savez, le professeur Mangabina, de regretter mémoire, disait que la science a l'âge de ses instruments. Pour dire que l'État également a l'âge de sa technologie. Plus la technologie sera développée, certainement l'État aura en plus les moyens de continuer à sévir. Je pense que, voilà. Oui. Effectivement, je pense que l'État doit sévir et cette action, j'ai comme l'impression qu'elle est déjà mise en branle. On a vu la sortie du ministre Atanganji, on a vu la sortie du secrétaire d'État à la gendarmerie nationale. Ça veut dire que l'État a décidé de mettre terme à la tolérance administrative qui a toujours prévalu, où bon, chacun avait un peu l'impression qu'il pouvait faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Alors, le problème de la déconstruction du vivre ensemble, comme le docteur Azap parlait, est un problème sérieux. C'est un problème sérieux parce que notre vivre ensemble remonte à une époque extrêmement lointaine. J'aimerais juste vous faire une petite confidence. Une équipe d'archéologues camerounais et allemands a trouvé dans le sud, notamment à Campo et en Mbam, des graines de mil. Vous connaissez le mil, voilà, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ah bon? Oui, ça veut dire que 500 ans avant Jésus-Christ, vous avez des populations qui sont parties du nord, puisque le mil n'est pas une plante endogène à la région forestière, donc qui sont partis du nord et qui se sont installés dans la région du sud. Ça veut dire que nous avons un vivre ensemble qui est ancien. Mais pour que ce vivre ensemble tienne, il faudrait que la justice sociale soit ressentie par tout le monde. Il faudrait effectivement combattre les discours de haine et surtout faire renaître en nous beaucoup plus les passions patriotiques plutôt que les passions communautaires. Et lorsque vous entendez dans le discours certaines personnes, parfois des artistes, dire que nous sommes la locomotive, les autres sont des wagons, ce n'est pas avec ce genre de discours que nous allons faire avancer la cause de l'unité nationale. Si vous en avez convenance, parlons de ce fait d'actualité dans la Damawa. Il s'agit bien de la tournée de prise de contact d'ambassadeurs de France au Cameroun. Thierry Marchand a pu se rendre compte de l'utilisation qui est faite des fonds alloués par l'Agence française de développement au bénéfice de certains projets. Eh bien, le chef de la mission diplomatique de France au Cameroun a, par exemple, touché du doigt
les réalisations du volet agro-pastoral du PNDP, le Programme national de développement participatif, financé par l'Union européenne. Nous regardons tour à tour l'ambassadeur de France et Madame le coordonnateur du PNDP. Le PNDP est un outil opérationnel que le gouvernement a eu l'avantage remarquable de mettre en place dans ces différentes stratégies placées dans l'axe décentralisation, développement local. Le 11e FED, nous avons eu ce financement et qui adresse la question agro-pastorale. La plus-value que nous avons au travers de ces financements, c'est que nous sortons de la commune en tant qu'entité isolée. Et nous entrons dans une dimension supérieure, c'est-à-dire un ensemble de communes dans un même département, dans un même bassin de production. Donc on est là dans l'intercommunalité, on est là dans la mutualisation des ressources, des moyens. Et là, des communes ensemble peuvent aller un peu plus loin. Comme on dit, si vous voulez aller vite, allez seul. Mais si vous voulez aller plus loin, allez ensemble. Donc, véritablement, le fait nous a permis de passer du plan communal au plan territorial de développement, sur un même bassin de production, sur un même département. Et ce n'est plus le maire à lui seul qui porte l'investissement ou le plan communal, j'allais dire, mais cette fois-ci, c'est le syndicat des communes. Nous avons cheminé avec l'AFD de la première phase à la troisième phase, avec des prolongations. C'est-à-dire que le PNDP 3 est censé s'achever en 2019. Et puis, l'Agence française de développement décide de donner encore une subvention pour la troisième séquence IMO à l'extrême nord. Du coup, on a une prolongation de fait. La Banque mondiale, nous sommes censés clôturer en 2019 et la Banque mondiale décide de nous faire une prolongation avec le financement EDA 18, guichet réfugié, et qui vient effectivement apporter une réponse complémentaire, supplémentaire à ces communes qui regorgent de réfugiés. Il faut bien mesurer ce travail immense qui a été fait depuis presque 20 ans à travers le PNDP et à travers, là, en l'espèce, les fonds de l'Union européenne. Donc, vous avez raison de souligner que c'est la France qui est ici pour l'inauguration. En réalité, c'est l'Union européenne qui a en grande partie financé ces nouvelles installations. Donc, voilà, moi je suis très fier d'être présent ici aujourd'hui pour inaugurer avec le PNDP, avec l'AFD, ces nouvelles inaugurations. Il y en aura d'autres. C'est ça qu'il faut garder en tête. On est en train de clôturer une phase, un chapitre, et il y en aura d'autres après. Il faut qu'on continue à mettre en place cet investissement, ces petits projets partout. La lutte contre la haine, la discrimination, le racisme et les inégalités est au cœur des principes du travail du gouvernement, n'en déplaise à Christian qui estime que le gouvernement ne fait pas assez. Le gouvernement s'efforce de lutter contre le discours de haine à chaque instant. Il est ce discours qui est sanctionné par la loi. Et nous savons que dans le code pénal, il y a un article, l'article 241, qui prévoit des sanctions justement contre ceux qui utilisent ce type de discours. Seulement dans notre pays, de nombreux dirigeants politiques articulent les discours négatifs, les accompagnant d'autres critiques visant notamment l'établissement. Tous, nous disons, nous sommes égaux devant la loi, mais vous savez qu'à l'épreuve des faits, l'interpellation d'un leader politique au Cameroun peut, un leader politique présumé coupable d'avoir tenu des discours de haine, ça peut nous amener ailleurs. On peut nous brandir le fait qu'on piétine un peu les libertés de presse. Est-ce que ce n'est pas un élément bloquant, un élément qui ne va pas nous permettre d'avoir les résultats escomptés à partir de la répression? On se situe naturellement dans ce que j'ai appelé le discours de propagande.
discours de propagande, discours de masse. Et comment va-t-on faire la différence entre les deux, Dr Azap? La différence... Comment sera que ce que Serge dit là relève de la propagande et ça relève des discours de haine? On a parlé des acteurs politiques. On a parlé de l'arrestation, vous avez pris l'exemple de l'arrestation d'un acteur politique et qui pourrait susciter justement un tollé, une émulation dans le sens d'entrave à la justice. Mais, il n'est pas difficile de reconnaître le discours de propagande. Il est essentiellement manipulateur. C'est ça la différence. Le discours de propagande véhicule des messages qui ont pour vocation à plaire. Non pas forcément des messages qui portent... Qui divisent. Non, je voudrais dire que ce n'est pas un discours qui porte un message de vérité de manière téléologique. Je dis que c'est un message, ce sera un message de division, comme c'est le cas avec les discours de haine. Ça sera des messages de manipulation pour des intérêts partisans. C'est ça la différence. Parce que ce sont des discours qui ne tiennent pas compte de la totalité, mais qui tiennent compte des particularismes. À partir de ce moment, il est facile de les identifier. Je pense qu'on peut facilement avoir une ligne rouge que les politiciens ne doivent pas traverser, soit la discours de manipulation, soit la discours de propagande. Un politicien qui s'est engagé à faire un discours de haine ne peut pas dire qu'il est en train de faire la propagande ou bien il ne sait pas. Le problème, c'est que c'est vous après qui allez encore crier à la répression des libertés. À la répression de la liberté d'expression. C'était justement ça le sens. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça la difficulté qui existe dans un État qui se veut démocratique et qui pense que la liberté d'expression est un droit. Or, dans la cohésion du vivre ensemble, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a un respect, que ce soit au niveau de la collégialité, au niveau de la convivialité, il y a un respect de l'autre qu'il faut développer. Et donc, si on pense qu'on doit tout se dire, ou alors on doit tout dire parce qu'on a la liberté d'expression, il y a un problème. Parce que dans l'exercice de l'utilisation de la parole, il faut quand même que la parole utilisée dans l'espace public soit une parole mesurée, une parole canalisée, une parole qui construit, non pas celle qui divise. Et c'est ça le grand défi que nous avons en ce moment. La gendarmerie tombe sur un leader politique qui organisait un meeting et qui tient des discours haineux. Serge, vous pensez que ce sera bien vu? On ne va pas dire que les droits de l'homme ont fait ci, ont fait ça, on ne donne pas la parole aux politiciens, les acteurs sociaux sont menacés au Cameroun? À ce niveau, il y a... Parce que c'est un peu le sens du propos du gouvernement, hein. Quand le ministre de l'administration territoriale insiste sur la répression, c'est dans ce sens-là. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Absolument. C'est pour cela qu'il faut aujourd'hui analyser systématiquement les discours des uns et des autres. Il y a une voie interpellative, c'est-à-dire qu'on vous interpelle pour vous questionner sur le discours qui vient d'être tenu lors d'un meeting ou bien lors d'une manifestation publique. Et dans ce sens, vous pouvez vous expliquer. Vous savez, il y a un débat idéologiquement marqué qui peut être mis en vitrine. Ce qui peut être considéré comme discours manipulateur peut être expliqué par quelqu'un d'autre d'une autre façon. Maintenant, on est là dans le jeu de perception. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a ce qui peut davantage être châtié par l'article 241 alinéa 1 que vous avez justement relevé, à savoir que est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 an à 2 ans celui qui est coupable d'avoir tenu un discours outrageant à toute communauté culturelle, à toute ethnie ou bien à toute tribu. Maintenant, celui qui est chargé de faire appliquer la loi doit maintenant créer un ensemble d'indicateurs pour savoir qu'est-ce qui est outrageant par rapport à une ethnie, par rapport à une communauté culturelle, par rapport à une tribu. Et c'est sur la base de ce que le magistrat va faire appliquer en termes de loi que l'on va sanctionner tel individu ou bien tel autre. Nous autres ne sommes que des acteurs. Mais maintenant, il y a un maître censeur qui est chargé de faire appliquer la loi. Et c'est lui qui va justement cataloguer soit négativement, soit positivement le discours qui vient d'être tenu. Mais maintenant, nous,
qui sommes justement des acteurs sociopolitiques et des acteurs universitaires, nous avons le devoir de constater également et de constater que tel discours est stigmatisant, tel discours est labellisant et qu'il faut interpeller tel individu à ne pas tenir de tel discours. Maintenant, il faut que celui qui est chargé de faire appliquer la loi puisse trouver des sanctions adéquates à ce discours-là. La justice doit avoir la main lourde sur les coupables de discours haineux. Oui, effectivement, la justice doit avoir la main lourde. Mais ce que j'aimerais dire, j'aimerais faire une typologie du discours de haine. Généralement, il prend deux formes. C'est Christian qui parlait de la ligne rouge. Et cette ligne rouge, on la connaît. Soit le discours relève du chauvinisme ethnique, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus grands travailleurs, nous sommes les plus beaux, ainsi de suite. Soit alors le discours devient outrageant par rapport à une communauté. Et c'est ce qui s'est passé avec M. Ebalé. Tout à fait. Et lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, vous lisez les commentaires des uns et des autres par rapport à son arrestation, personne n'a dit que cet acte était mauvais. Au contraire, les gens ont dit qu'il doit répondre, il doit être puni. Ça veut dire que de manière collective, de manière consciente ou inconsciente, nous connaissons la ligne rouge. Nous connaissons la ligne rouge. Donc l'État dispose des appareils de répression. Il faudrait que ces appareils de répression fassent leur travail. Si ces appareils de répression publics ne font pas leur travail, alors on va voir émerger des appareils de répression privés. Tout à fait. Nous prenons le relevé de la presse et les faits d'actualité tels que traités cette semaine par les journaux. Et c'est un travail mené par Laetitia Onana. Discours haineux, tribalisme et xénophobie au Cameroun. L'État brandit la carotte et le bâton face aux résistances observées, titre la nouvelle expression. Cameroun Tribune, pour sa part, oppose une fin de non-recevoir à ces gangrènes, véritables obstacles à la cohésion sociale et à l'unité nationale récemment célébrée. Et pour que nul n'en ignore, le quotidien national bilingue Et le Jour expose les sanctions prévues par la loi et que le ministre de l'administration territoriale, Paul Latangandji, compte bien appliquer. On n'a pas fini d'appeler à la raison et au calme que des entorses au vivre ensemble sont de nouveau relevées dans la presse. Émergence et Le Jour s'alarme des affrontements entre communautés Boulou et Bamoun à Sangmelima dans le sud, tandis que Mutation évoque un film apocalyptique dans le nord-ouest suite à l'enlèvement d'une 50aine de femmes par des individus armés. Si les victimes kidnappées ont été libérées et le calme de retour à Sangmelima, le gouvernement doit tout de même gérer une autre urgence signalée dans les hôpitaux publics. Il s'agit bien de la grève du personnel soignant qui revendique selon Mutation un statut et des mois d'arriérés de salaire. Ce mouvement d'humeur tout le long de la semaine aurait compliqué, à en croire Le Jour, la prise en charge des malades. En attendant les solutions d'une réunion de crise annoncée mardi prochain à la primature, le service minimum se poursuit au centre des urgences de Yaoundé. Une atmosphère maussade, voire crispée du corps sanitaire, qui rompt avec la joie de Coton Sport. L'équipe est une fois encore championne des playoffs cette année, se réjouit l'œil du Sahel, qui parle d'un 18e sacre, au moment où l'effort camerounais continue d'entonner l'hymne à l'unité nationale, commémoré le 20 mai dernier. La revue de presse se referme, place au débat. Il y en a dans les recherches documentaires, nous avons pu lire cela, il y en a qui proposent des discours alternatifs comme solution au discours de haine. Alors pour eux, il faut des contre-discours qui viseraient de manière directe à déconstruire et à délégitimer les discours de haine. Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut passer par l'éducation, il faut peut-être sévir, il faut passer par la répression. Mais est-ce que ces discours alternatifs peuvent avoir un impact dans le cas précis du Cameroun? Parce que nous avons encore du chemin. Alors, je vais répondre. Le problème de ces discours alternatifs, c'est leur légitimité, qui est porteur de ce discours. Ceux qui portent les discours alternatifs doivent être eux-mêmes considérés comme des modèles et vus comme tels.
C'est dans ce sens-là que ce genre de discours peut justement avoir un impact. Et les acteurs, ça peut être effectivement des hommes politiques, ça peut être des artistes, ça peut être des grands sportifs, les médias également, qui sont dans d'autres pays généralement animés par des stars, hein, vous savez, les grands journalistes. Donc c'est des gens qui ont une voix qui porte, qui peuvent effectivement être considérés comme des modèles dans la société et avoir un discours alternatif qui a un véritable impact sur les discours de haine. Dans le champ médiatique au Cameroun, on peut avoir ce type d'acteurs qui portent un discours qui va contre le discours de haine. Le Guardian Post, par exemple, vous pouvez essayer. C'est-à-dire que vous décidez pendant une semaine de publier des messages, par exemple, des messages qui luttent contre le discours de haine. Et vous faites soutenir par des artistes, par d'autres personnalités. C'est possible? Of course, why not? It's possible. La réponse de Christian est assez rapide. Serge? Oui, c'est possible, c'est même faisable. C'est pour cela que nous avons le devoir de faire une certaine introspection dans le jeu du travail médiatique que nous faisons au quotidien. À savoir qu'on peut faire un travail d'évaluation. Après une semaine, on dit de lundi à dimanche qu'est-ce qui a été tenu comme propos choquants, soit pas les journalistes, soit même pas les différents acteurs que nous invitons régulièrement dans nos médias. C'est pour cela que les responsables de la rédaction, les patrons de la rédaction, les patrons des médias devraient travailler de manière à rester en éveil systématique, vigilant, prudence et méfiance, de manière à pouvoir répertorier tout ce qui a été tenu comme propos choquant, comme propos offusquant à l'endroit de tel ou bien de tel autre. Et maintenant, on fait un catalogue que l'on peut publier peut-être en début de semaine pour dire que bon, tel a fauté parce qu'il a tenu tel discours. On donne le nom, on dit oh, voici le discours qu'il a tenu à telle émission ou bien à telle autre. Ça va interpeller la conscience de tel ou tel pour justement savoir que je ne dois plus tenir tel discours la prochaine fois lorsque je serai invité à une émission. On a là un devoir de conscience critique, de conscience d'éveil critique, de manière que chacun puisse savoir que si j'ai failli aujourd'hui, demain je ne dois plus trébucher, parce qu'en réalité je risque d'être sanctionné, ou alors je risque d'être mis de côté, parce que aujourd'hui on a certains qu'on n'arrive plus à éviter dans les médias parce que on sait que tel risque d'être d'une manière régulière porteur d'un discours de haine. Il faut donc inviter les autres et ne plus l'inviter. Donc c'est cette sanction quotidienne que l'on doit faire, cette veille quotidienne que nous devons faire de manière à pouvoir réduire systématiquement ces discours de haine. Je peux ajouter quelque chose sur votre question. Je parle maintenant comme le président les directeurs des publications des journaux en langue anglaise au Cameroun. J'ai toujours dit la guerre dans le nord-ouest et sud-ouest, ça s'est calmé un peu parce que la presse écrite anglophone a joué un très très grand rôle, comme ce que j'ai en train de vous dire. Parce que si on avait pris le côté de l'autre côté pour passer les messages, ça devait être très très grave dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais on a s'est réunis, on a fait les séminaires, on a les parlé dans le rôle d'être responsable. Le professeur avait cité Radio Mille Collines à Rwanda. On a donné le cas. Si vous voulez que le nord-ouest et le sud-ouest soient comme Rwanda, ça dépend de vous. C'est notre patrimoine, c'est notre région. Bon, je suis en train de vous dire, c'est comme ça qu'on a fait. C'était pas parce qu'on aimait trop le gouvernement. Parce que le problème que les anglophones posent dans ces pays, c'est réel. Mais nous, les médias, les journalistes anglophones, on n'est pas d'accord aux méthodes que les séparatistes utilisent pour avoir la solution. Et c'est ces messages-là qu'on a passés partout. Et tous les directeurs de publication des journaux en langue anglaise, ils ont compris. Et c'est pour ça que les Amba Boys ou bien les séparatistes, ils sont chez eux, ils sont seuls. Désolé. C'est vrai que nous appelons les Black Legs, comme on disait ici, mais nous, on est contents parce que nous ne sommes pas coupables
de tout ce qui est passé avant 2023 dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et quel rôle, on va peut-être sortir par là, quel rôle doivent jouer ce que Serge a appelé tout à l'heure, les organes consultatifs qui existent et qui travaillent justement pour cette question-là, la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il y a le Conseil national de la communication, il y a d'autres entités qui existent, qui travaillent. Quel rôle, Dr Azap, ces entités doivent jouer à ce moment précis où nous décrivons tous la montée des discours de haine? Le rôle est essentiellement normatif, puisque comme Serge l'a relevé tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ces organes aient des moyens de répression. Ça veut dire qu'ils doivent contribuer au développement d'un discours, comme vous l'avez dit, alternatif. Mais comme vous l'avez également relevé, le discours alternatif doit être porté par quelqu'un par des personnes qu'on peut écouter. Il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit d'avoir aussi la légitimité d'être écouté. Vous vous souvenez bien que quand Gandhi, à travers sa non-violence, a effectivement exprimer ce discours alternatif, la légitimité qui était la sienne était celle de l'aura qu'il représentait. Et donc, il a été suivi. Donc, je crois que c'est le discours, l'action est d'abord normative. Et puis, avec la bonne volonté de chaque composante, on peut y arriver. D'ailleurs, moi, dans mes travaux académiques, je postule pour ce que j'appelle le pacte d'avenir commun au Cameroun. C'est-à-dire que nous devons arriver à un moment de notre histoire où nous acceptons volontairement à travers un pacte de progresser, de vivre ensemble, d'accepter l'union. Pas seulement l'unité, mais l'union véritable. Il ne s'agit plus de penser un avenir où peut-être les communautés sont séparées. Il ne s'agit plus de penser des individualités, mais de penser véritablement une union du Cameroun de manière globale. C'est ça le pacte d'avenir commun, en définissant des valeurs qui nous seront propres et qu'on accepterait dès le départ pour ne plus avoir affaire à des distorsions, des déviances, des accidents ou des incidents comme ceux auxquels nous faisons face en ce moment. Non, je vais juste ajouter, pour répondre à votre question, et soit c'est la commission Moussongué, soit sur le NCC, ou bien CNC, comme on appelle en français, ils doivent mettre au travail. Parce que j'ai l'impression... Oui, ils ne travaillent pas. Surtout la commission Moussongué, parce que l'affaire des discours de haine, c'est leur rôle principal. C'est la raison pour laquelle le président a créé ces commissions. Et c'est un des... Et quand vous dites qu'ils doivent se mettre au travail, vous attendez qu'ils fassent quoi exactement? Il doit, ça veut dire, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sensibilisation. Sensibilisation, oui. Il doit être sur le terrain. N'oubliez pas que la commission de Moussongué est créée en cause de la... C'était une des solutions que le gouvernement avait sorti pour résoudre le problème du Nord-Ouest et Sud-Ouest. En 2017. Oui, et en passant par là, pour résoudre le même problème dans d'autres régions qu'on n'a pas encore vu. Donc c'était pour arrêter ce genre de choses. Mais si pendant 5 ans, vous êtes là, et on voit que la discussion de haine, c'est motif, ça veut dire qu'ils ne font pas le travail. Mais est-ce que cette responsabilité, on peut uniquement l'attribuer à Madame, si vous êtes le Rigobert comme coach du Cameroun, quand on était battu par Namibie, la responsabilité, c'était pour le coach. Non, ce que je veux dire, vous ne me comprenez pas. Vous ne pouvez pas dire qu'Aboubacar n'avait pas marqué. Je parle de la commission Moussongué, parce que ça, c'est leur rôle principal. Ce que je veux dire, monsieur Christian ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de discours, on parle de communication. Et qu'on parle d'espace de communication. Et dans ce sens, les médias, il faut maîtriser les médias. Quand je parle des médias, vous êtes un homme des médias, il faut maîtriser les réseaux sociaux. Peut-être c'est à ce niveau que l'État doit encore intervenir pour réprimer, pour contrôler, pour gérer l'espace public. Parce que l'espace public est un espace de prise de parole, c'est vrai, mais c'est un espace qui doit également être encadré. Et c'est dans les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on vit de manière radicale cette distorsion du discours. C'est ce que c'est en fait. Let me say it in English, madam, if you can understand me. I am very clear on this.
the head of state has created several institutions to handle specific issues in this country. You will not want government to create an institution to take care of responsible journalism like the NCC, and then the Minister of Communication is closing down radio or TV stations. No, each institution has a major role to play in this country. And the Bilingualism Commission was created to foster national unity and social cohesion, living together. And if today we are observing that hate speech, xenophobia is on the rise, it means that that institution has failed to live up to expectations. Let's stop calling the name of government here the head of state. No, they have enough means to fight these ills. That's what I've been saying. Je vous comprends très bien. Oui. Je vous comprends très bien. Mais après, la commission viendrait également dans nos chambres, dans nos maisons, pour arrêter les discours de haine qui commencent dans nos maisons. C'est ça ma question. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une coalition des organes consultatifs dans la dynamique de lutte contre les discours de haine. Vous avez la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, vous avez le Conseil national de la communication et vous avez également la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun qui devait travailler de manière collégiale, de manière que l'on puisse chaque fois répertorier ces discours de haine et de servir, comme on le disait tantôt, à ces services de renseignement qui sont chargés justement d'interpeller tels et de les auditionner, quitte à faire appliquer la loi. Travail qui est dévolu notamment par le magistrat. On a vu tout récemment lorsque le professeur Claude Abbé, pour ne pas le nommer, a tenu un discours choquant. C'est le professeur James Monge Kobila qui l'a interpellé à travers une lettre d'observation critique par rapport au discours qu'il a tenu. C'est vrai que le professeur Abbé lui également a réagi en tant que scientifique, mais ça montre véritablement que chaque fois qu'on va constater tel discours de haine tribale, il va falloir que chaque commission, chaque organe travaille de manière à servir des lettres de mise en demeure, des lettres d'observation critique et des sanctions qui devraient être justement appliquées par ces services de renseignement ou bien par les magistrats qui doivent surtout servir dans ce sens. Sans oublier que d'autres réseaux de socialisation primaire et secondaire devraient également entrer en ligne de compte. Oui, le docteur Azar parle de la famille. Au niveau de la famille, la famille qui est l'institution de formation de base des individus. Ouais. Nous avons également un devoir interpellatif à travers la progéniture qui est là, qui peut également... Vous savez, aujourd'hui, nous sommes face à des masses et des technomédias. Les enfants ne sont plus systématiquement contrôlés par des parents, puisqu'ils sont aujourd'hui, ils ont une capacité d'éveil critique de manière à ouvrir les réseaux sociaux. Et tel discours peut être tenu par tel, sans que l'enfant ne maîtrise même la portée négative d'un tel discours. Donc, nous avons également un devoir de contrôle, de veille dans nos familles, dans des écoles, dans des universités, au niveau de l'État, de même que dans d'autres structures non des moindres. Oui, c'est que je voulais dire, le professeur Abouna et moi, dans la communication que nous avions faite justement lors de colloque dont vous avez parlé, avons travaillé sur la construction du discours de haine et de la belligérance. Et nous nous sommes rendus compte que par rapport à cette idéologie de la haine, il y a des appareils idéologiques qui existent, donc qui font la promotion du discours de haine. Et si nous avons alternativement au discours de haine, c'est le docteur Azar qui parlait d'une norme au niveau discursif. Donc nous avons plutôt une idéologie de l'unité nationale, une idéologie de la paix. Alors nous avons des instruments qui peuvent justement être utilisés pour promouvoir cette idéologie. Vous avez les écoles, vous avez les églises, vous avez les masses médias. Donc il faut d'abord trouver une norme dans le discours alternatif et trouver justement les appareils idéologiques qui vont diffuser ce discours normatif sur lequel nous devons nous entendre. C'est pour ça que j'ai aimé son concept de pacte d'avenir commun, parce que pour moi ça pose une fois de plus le problème de l'identité. Qui sommes-nous? Où voulons-nous aller? Et pour cela, ça veut dire que nous devons nous asseoir et trouver dans ce pacte pour nous projeter dans l'avenir. Absolument, je suis d'accord avec le professeur pour revenir à la question de l'anthropologie politique. C'est-à-dire que quand on pense l'État, et vous le verrez chez tous les concepteurs de l'État, notamment les contractualistes, vous verrez que avant d'élaborer, de faire une proposition sur ce que l'État devrait être, ils ont commencé par un apprentissage de ce qu'est l'homme, la nature de l'homme, parce que on ne construit pas un État
pour que des animaux y habitent. Ce sont les hommes qui doivent habiter ces États, mais il faut connaître le type d'homme, la nature de l'homme, des hommes qui habitent ces États. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à ce niveau, il faut également penser à promouvoir cette volonté avérée, je dis avérée, dans la formation à l'Union. À partir de l'éducation, comme je l'ai dit, parce que pour finir, je vous dirais toujours que le discours philosophique est un discours axiologique. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci à vous, Dr Azap. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. Serge et Christian, merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci pour vous qui prenez la peine de nous regarder à la maison. Et s'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Cameroon, a construct of Portuguese, German, French, and English foreign experiences, has had as permanent quest the nurturing of its national unity. Before the signing of the treaty between the Douala chiefs and the Germans on July 12, 1884, Cameroon, before becoming an entity, was made up of several ethnic and clan communities in Cameroon by then. Jealous of their sovereignty, the 12th July treaty between the Germans and the Douala chiefs officially marked what we have as Cameroon today. The late 19th century, which was the period during which the scramble for Africa, which was the infighting amongst European powers for dominion on African territory took place. There were a series of historical, technological, cultural shifts that made this scramble and this colonization of African territories possible. Quickly, I can cite the major technological advance of the time, which was the steamboat, which came to prominence 40 years prior in the 1840s, thanks to the British Marine, which still is one of the best global marine forces. And so the invention of the steamboat, coupled with the progressive end of slave trade, the abolition papers and rights being signed not so long ago, and a general consensus in humanity that slave trade isn't the way forward. And so end of slave trade engendered economic shifts in the structure of the major global economies of the time that made them more in need of raw materials. And so this, the Industrial Revolution that nourished the first of European industries for raw materials, provided the economic backdrop coupled with this technological backdrop for colonization as an endeavor. The German protectorate period lasted for about 32 years, and amongst the features of the German era was native resistance to the forcibly established German rule across the chessboard. Between 1884 to 1914, the Germans carried out a lot of developments in Cameroon. But it's important to note that throughout their stay in Cameroon, they used almost half of their stay in Cameroon fighting resistance movements. As such, by 1916, following the outbreak of the First World War,
the Germans were ousted out of Cameroon by the Anglo-French alliance group that actually came in from neighboring African countries to wage the war. Consequently, Cameroon was divided between Britain and France. National unity can be defined as the propensity of polity, state-nation polity, to forego historical, political, sociological, anthropological cleavages, differences, and to construct a common vision of their future. So this understanding of the nation and of unity implies, first of all, perpetual daily work on the imaginary, and the tools of the imaginary are incarnated by the states and are maneuvered by not only cultural powers but by political and social powers, which conjugate to manifest, materialize national unity. And so national unity is some sort of an elusive concept which people associate to a spirit that englobes people of sometimes diverse historical origins, but that decide at one point, sometimes because of external factors, sometimes because of endogenous factors, to build a polity that will permit all these different segmentations to reach the common goal they fix for themselves. A community of plus 250 ethnicities, the various traditional conglomerates had established connections which had given them a sense of oneness. Out of the 32 years of German occupation of Cameroon, they spent almost half of those years fighting resistance movement. And when you look at the collaboration among Cameroonians, indigenous Cameroonians during the German Empire in fighting colonial administration, one can rightly say they were united. Professor Daniel Abouak qualified it as the early stage of nationalism in Cameroon. For instance, Douala Mangabel and Martin Paul Samba actually collaborated and were making plans to oust the German out of Cameroon. You know, we all know Martin Samba was a former captain of the German troops in Cameroon. That was an indication